Comment le gouvernement a géré la pandémie de la Covid-19 et pourquoi Ebola refait surface et qu'en est-il de la couverture santé universelle? Voilà autant de questions parmi tant d'autres dont les réponses seront données tout à l'heure par le ministre de la Santé publique, Jean-Jacques Mbongani, qui aura l'occasion de répondre à ces questions. Monsieur le ministre, soyez le bienvenu. Monsieur le ministre, ça fait une année, jour pour jour, à moins on peut ajouter quelques jours aussi, depuis que vous êtes à la tête du ministère de la Santé publique. Vous faites partie de l'équipe des Warriors du gouvernement de Jean-Michel Sama Lukonde. Avant toute chose, faites-nous d'abord l'état des lieux de ce ministère. Comment vous l'aviez trouvé? D'abord, je tiens à vous remercier sincèrement pour cette invitation, finalement, qui me permet de rendre compte à la nation de tout ce qui a été fait au niveau du ministère de la Santé depuis l'avènement de ce gouvernement, dit gouvernement des Warriors. Quand vous parlez de faire l'état des lieux, je pense qu'en premier temps, il est important de dire que tout ce qui a été fait est en lien avec le programme du gouvernement. Nous avons retenu dans notre programme de gouvernement deux axes importants en ce qui concerne la santé. Le premier? D'abord, la mise en œuvre de la couverture santé universelle et puis la lutte efficace contre les maladies, les épidémies et les grandes endémies. Mais pour mettre en œuvre la couverture santé universelle, il y a des actions. Il y a la réhabilitation des hôpitaux, les équipements, les équiper et les réhabiliter. Donc les réhabiliter, les équiper, les construire, accroître les médicaments, les spécialités et les génériques, et également offrir ce qu'on appelle le paquet de soins de santé. En dehors de ça, il faudrait mutualiser le secteur formel, le secteur informel, les indigents, les étudiants et les élèves. Toutes ces actions, pour y arriver, comment réhabiliter les hôpitaux, les construire et les équiper? Nous pouvons les citer. L'hôpital général de référence de la province de Kinshasa, ex-Mamaimo, en réhabilitation. Le laboratoire pharmaceutique de Kinshasa, réhabilité. J'ai inauguré l'unité physico-chimique de ce laboratoire. Il y a l'hôpital militaire de Kanchachi qui a été réhabilité. Et également à Lubumbashi, l'hôpital Jason Sendwe qui a été réhabilité. Nous avons dans notre acquis 10 maternités dans le Bazouélé, dans la zone de santé de Manga, et 11 maternités dans la zone de santé de Bondo. L'hôpital général de référence de Bondo, réhabilité, tant au niveau des urgences... Bondo, c'est dans le Bazouélé. Dans le Bazouélé, toujours. Oui. Réhabilité au niveau des urgences, au niveau du laboratoire et des soins intensifs. J'ai effectué une tournée dans le sud de Bangui, où nous avons inauguré plusieurs centres de santé, réhabilité des hôpitaux généraux de référence, avec un don de 9 tonnes de médicaments. Le même exercice a été fait pour la province de l'Équateur, à Mbandaka, avec autour de 60 tonnes de médicaments. Le Congo central également a bénéficié de plusieurs tonnes de médicaments. Le Kasaï, dans la zone de santé de Kabeya-Kamwanga, la zone de santé de Mupompa, plus de 40 tonnes de médicaments. Je peux citer le Kwilu qui a bénéficié au moins d'1 tonne de médicaments, de matériel et équipements. Quand on parle de matériel et équipement, il faut compter les engins roulants, donc les ambulances, des motos, des vélos, des respirateurs, des concentrateurs, des tensiomètres et tous les équipements nécessaires pour ce qu'on appelle les plateaux techniques, donc table d'opération, lit d'accouchement. Donc le gouvernement a fait des gros efforts. Et également pour réhabiliter ce qu'on appelle les hubs, donc les entrepôts nécessaires, standardisés pour préserver les médicaments et les vaccins, le hub à Kisangani, le hub à Kinshasa. Donc des gros efforts ont été fournis pour renforcer ce qu'on appelle le système de santé dans notre pays. Mais le commun de mortels a du mal à comprendre ce concept santé, couverture santé universelle. Qu'en est-il? Donc comme je disais, une des priorités du gouvernement, c'est la mise en œuvre de la couverture santé universelle. La couverture santé universelle, en réalité, c'est quoi? C'est donner accès à tous les Congolais aux soins de santé de manière égalitaire,
sans que ça impacte sur les finances des ménages. Un exemple simple. Il y a des familles qui se débrouillent avec un capital de 500 $. C'est le fonds de commerce d'une maman qui se débrouille avec le petit commerce. Mais dès que son enfant tombe malade, une appendicite, une opération, elle peut débourser entre 250 et 300 $ pour traiter son enfant. Directement, son commerce est en difficulté. D'où l'idée du chef de l'État de mettre en place la couverture santé universelle pour que les Congolais aient accès aux soins de santé sans s'appauvrir. Voilà en résumé ce que ça veut dire la CSU. Mais il faut dire une chose, c'est que la couverture santé universelle n'a pas commencé maintenant. Nous donnons un coup d'accélérateur parce que depuis des années, la vaccination est gratuite, la prise en charge des grandes maladies comme la tuberculose, le VIH-Sida et le paludisme sont prises en charge, tant par le gouvernement que les partenaires techniques et financiers, et également la prise en charge de certaines parasitoses. Nous voulons maintenant, au-delà de ce qui est gratuit, nous voulons donner aux Congolais le droit à la santé. Il faudrait qu'il y ait un certain nombre de paquets, ce qu'on appelle le paquet minimum, le paquet essentiel, pour que les gens puissent, par exemple, pouvoir bénéficier de l'accouchement gratuit, de consultations prénatales gratuites, de la prise en charge des enfants de 0 à 5 ans de manière gratuite. Quand le package sera défini, les Congolais bénéficieront autant que se peut des soins de santé sans s'appauvrir. Donc il y a encore un long chemin à parcourir apparemment sur ce concept de couverture santé universelle. Nous sommes dans le bon chemin et dans le bon rythme. Nous attendons et nous avons déjà eu les décrets nécessaires signés par le Premier ministre parce qu'il fallait le cadre réglementaire et légal. Il y a eu 5 décrets qui ont été signés par le Premier ministre. Maintenant, nous sommes dans la phase de confectionner les paquets que les Congolais bénéficieront dans le cadre de la couverture santé universelle. Ça veut dire que ça sera gratuit ou bien on donne d'abord les premiers soins et après on paye la facture? Ce qui est important, ça me permet de vous expliquer ce qu'il y a dans la couverture santé universelle. Ça va bénéficier de 5 décrets. Il y a un décret qui parle de l'autorité de régulation et de contrôle sous l'égide du Premier ministre, ce qui gère la demande et l'offre. Donc, il faut savoir que l'offre de services et de soins de santé est pourvue par le ministère de la Santé. Mais la demande donc, des bénéficiaires est gérée par le ministère de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale. Entre les deux, entre l'offre et la demande, l'autorité régulatrice est le Premier ministre. Et c'est important que les gens sachent, parce que nous offrons l'offre de soins et des services, donc la régularité au niveau des hôpitaux, les prestations, les médecins et le personnel, mais la demande, c'est les bénéficiaires, c'est les agents publics de l'État, les fonctionnaires, les privés, les élèves, les étudiants, même les indigents, les militaires. Concrètement, Excellence, ça se passe comment? Je suis un peu curieux, à l'instar des nombreux téléspectateurs qui sont en train de nous suivre ce soir. Je suis malade, je vais à l'hôpital, les médecins me consultent, on me fait des examens, on me donne le soin et j'en sors sans toutefois débourser quelque chose. En réalité, ça dépendra du régime dans lequel on se situe. Parce que l'agent public de l'État, le fonctionnaire, le privé, les indigents, les militaires, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. En fonction de son régime, on a des avantages en fonction de ce que l'on cotise. Les agents publics de l'État cotise pour eux, les privés, les entreprises privées cotisent, les enfants, les parents cotisent. Mais nous donnons un paquet. Ça, c'est maintenant au niveau de l'offre de soins et de services, un paquet de services que vous bénéficiez tant si vous êtes étudiant, militaire, agent public de l'État et fonctionnaire, au prorata des cotisations faites selon votre catégorie. Ok. Tout à l'heure, vous veniez de nous faire, de brosser l'état des lieux de votre ministère depuis que vous y êtes une année après. Quelles sont les grandes réformes opérées justement par vous après avoir peint cet état des lieux? Cette question vient renforcer la première. Parce que l'une des grandes réformes, c'était vraiment l'accélération de cette couverture santé universelle pour que demain, tous les Congolais aient accès aux soins de santé, tel que je l'ai dit, avec équité, sans que les finances soient atteintes. Le deuxième élément le plus important que nous sommes en train de mettre en œuvre, c'est la réforme hospitalière. Il est important
qu'il y ait vraiment une vraie réforme hospitalière, pour que le système de santé soit robusté, pour qu'il y ait une interconnexion, par exemple, digitale au niveau des grandes structures hospitalières, pour qu'il y ait une carte sanitaire, pour qu'aujourd'hui, il y ait ce qu'on appelle une réelle cartographie du système de santé. Vous savez qu'aujourd'hui, on a difficile à avoir l'idée de la répartition de tous les hôpitaux généraux de référence, quel est le nombre de décès journaliers, quel est le nombre de naissances, le nombre de malades hospitalisés. Et finalement, on peut avoir ces informations, mais pas directement. Et si nous arrivons à digitaliser, à numériser, à informatiser tout ce secteur, nous aurons rapidement les informations. Or, gérer l'information, tant au niveau de la santé, c'est d'abord faire des économies dans le secteur, ça c'est de un, et de deux, traiter au mieux les patients. Vous quittez Lubumbashi, où vous êtes consulté dans un hôpital, à l'hôpital Jason Sendwe, par exemple. Vous arrivez ici aux cliniques universitaires, vous devez recommencer tous les examens. Mais s'il y avait une interconnexion, les informations seront directement transférées et nous gagnerons en temps, nous ferons que les examens supplémentaires et cela va au bénéfice du patient. Voilà l'intérêt de toutes les réformes au niveau hospitalier. Nous allons également procéder à la dématérialisation, par exemple, de la paye au niveau des consultations. S'il y a un rapprochement au niveau des hôpitaux et que les malades peuvent payer qu'une seule fois au guichet via une structure bancaire qui donne une carte et que chaque étape où la personne se présente, il n'y a qu'une carte à présenter qui décaisse le prix de la consultation ou de l'acte médical, vous verrez qu'on aura une meilleure compréhension de la masse financière qui entre dans nos hôpitaux et dans nos structures de santé. C'est encore au niveau des projets, Excellence. Nous sommes dans le projet, nous sommes dans les projets en voie. Il faut d'abord qu'il y ait des études, parce que pour arriver à avoir un projet retenu, qui va avoir un impact direct, il faut que cela soit bien étudié. Il y a une pandémie qui a focalisé pratiquement l'attention de la communauté internationale, y compris en République démocratique du Congo, première vague, deuxième, troisième, quatrième. Mais nous sentons quand même qu'il y a une accalmie, mais certaines sources nous disent qu'il y a probabilité d'avoir une cinquième vague. Comment le gouvernement, Jean-Michel Sama et Lukonde, a pu gérer cette pandémie qui a bouleversé les consciences humaines et même bouleversé certaines économies à travers le monde? Je pense qu'il faut d'abord la citer, cette pandémie. Il s'agit de la pandémie Covid-19, oui. Voilà, c'est ça. Qui est apparue mondialement en décembre 2019, qui est arrivée chez nous le 10 mars 2020, le premier cas officiel, si on doit l'épingler. Et depuis lors, nous sommes effectivement à la quatrième vague. Nous avons connu une première vague de mars à juin 2020, qui en moyenne nous donnait 500 cas par semaine. Et nous avons eu une deuxième vague, octobre, novembre, décembre 2020, jusqu'en janvier 2021 même, on peut dire, qui nous renseignait autour de 750 cas par semaine. Et nous avons eu une troisième vague, la vague la plus meurtrière, avec le variant Delta, qu'on a appelé le variant indien, qui a augmenté les nombres à plus de 2500 cas par semaine. Ça a été très dur en ce moment-là. Je me souviens parce que les taux d'occupation des lits Covid dans les hôpitaux avoisinaient les 80%. Et les taux d'occupation des lits en réanimation étaient entre 95%, 90 à 95%. Il y avait des difficultés d'accès à l'oxygène. Et nous avons déployé des gros efforts avec les mesures qui ont été prises, les mesures de coercition, les couvre-feux, l'obligation du port de masque et autres mesures, a fait que la maladie a régressé. En juillet 2020, jusqu'à novembre, décembre, début décembre, nous étions à moins de 20% de la pandémie Covid-19 sur notre territoire national. Mais en décembre 2020, avec l'arrivée d'un nouveau variant, le variant Omicron, nous avons vu le variant le plus transmissible, mais moins létal, moins dangereux, avec autour de 6000 cas par semaine. C'est qu'on a appelé la grippe
Covid, on peut dire, parce que c'était quasi comme la grippe. Il y avait une grande confusion entre la grippe et la pathologie Covid-19. Oui. Mais ça nous a donné une certaine immunité pour dire qu'en mi-janvier, la maladie est redescendue à moins de 300 à 400 cas par semaine. Donc nous avons quand même bien géré toutes ces vagues jusqu'à aujourd'hui où nous sommes à une moyenne de 50 cas par semaine. Mais il faut noter que depuis quelques jours, nous avons remarqué une hausse des cas en provenance de l'Afrique australe, en provenance de certains pays de l'Afrique australe, dont l'Afrique du Sud, parce qu'il y a des cas en hausse dans le Haut-Katanga et dans le Lualaba. C'est quoi? C'est déjà la cinquième vague? On ne peut pas encore le dire parce qu'aujourd'hui, nous sommes à une moyenne de 35 cas par jour à Kolwezi, donc dans le Lualaba. C'est en lien avec le flux des miniers. Nous avons déjà prévenu à 2-3 fois qu'il fallait surveiller ce que nous appelons la saisonnalité. À plusieurs reprises, je viens de vous dire, une première saisonnalité, la première vague, mars-juin 2020, la deuxième saisonnalité, la deuxième vague, octobre, novembre, décembre 2020, la troisième saisonnalité, c'était à la date du 13 mai jusqu'à début juillet, c'était la troisième vague. Et la quatrième saisonnalité, c'est mi-décembre jusqu'à janvier, c'était la quatrième vague. Donc, nous avons déjà prédit qu'au mois de mai, juin, juillet, il y aurait quelque chose. Nous devrons contrôler nos frontières parce que la pandémie Covid-19 est considérée comme une maladie d'importation. Chaque fois, ça vient de l'extérieur. Quand ça monte en France, en Belgique, en Europe et à l'étranger, dans les pays qui ont un flux aérien avec la RDC, quelques temps après, ça monte en RDC. Mais cette fois-ci, ça monte à partir de nos provinces, avec un flux venant de l'Afrique australe. Donc nous devons rester vigilants, augmenter les contrôles aux frontières pour bien cerner la situation. Mais à ce jour, nous sommes encore dans des chiffres gérables. Je peux vous dire, pour le mois de mai, à la première semaine, nous avons eu 111 cas au Lualaba. À la deuxième semaine, nous avons eu 232 cas au Lualaba toujours. Ça s'augmente. À Kolwezi. Mais la troisième semaine, nous avons 44 cas. Ce qui m'a permis de faire une moyenne de 35 cas journaliers. Mais nous suivons. Nous avons bon espoir que la division provinciale de la santé au Lualaba, qui est très aguerrie, avec l'appui depuis ce mardi de l'équipe venant de Kinshasa, pour maîtriser la situation. Vous savez, après 4 vagues, nous sommes aguerris. Nous avons pris une bonne expérience. Nous avons déjà disponibilisé plusieurs structures. Nous avons 4 unités de production d'oxygène au niveau pays. Nous avons distribué plus de 43 000 litres d'oxygène depuis le début de cette pandémie. 180 tonnes de médicaments pour lutter contre la pandémie. Donc, le gouvernement n'est pas resté main croisée. Le gouvernement s'est battu à travers le ministère de la Santé avec l'aide des partenaires techniques et financiers pour être auprès de la population. La Covid-19 a bénéficié, monsieur le ministre, de l'appui considérable, hein, même l'appui financier des partenaires, mais on a vu certains de vos prédécesseurs faire la prison, mais vous résistez encore. Quel est le remède? D'abord, je peux dire que très simplement, dès notre accession à ce ministère, Madame la vice-ministre et moi-même, nous avons pris la résolution d'inviter l'inspecteur général des finances, qui est venu dans nos locaux, avec qui j'ai eu des échanges. Et je lui ai demandé simplement d'auditer la plupart des programmes pour mettre la ligne de démarcation entre ce qui a été fait avant, ce qui est maintenant et ce qui sera fait dans le futur. Raison pour laquelle, au-delà du travail de l'IGF, nous avons aussi l'inspection générale de la santé qui travaille à pied d'œuvre pour pouvoir mettre de la coercition dans le contrôle. Il y a aussi un élément majeur que j'aimerais que les auditeurs retiennent, c'est que nous avons opté de travailler avec l'administration, de responsabiliser notre propre administration. Nous avons demandé au ministère des Finances de nous donner des comptables de l'État, parce que j'ai la prétention d'envoyer 26 comptables de l'État dans
toutes les divisions provinciales de la santé pour qu'il y ait plus de contrôle. Quand il y a moins de contrôle, il y a souvent Et une léthargie. Une léthargie et une facilité à moins d'exactitude. Alors, je veux qu'il y ait plus de contrôle au niveau des divisions provinciales de la santé. Et en plus, renforcer le rôle des inspections provinciales de la santé. Elles ont un rôle important à jouer, mais souvent, faute de moyens, le travail n'est pas assez fait. Voilà toutes les volontés qui sont édictées au niveau de mon cabinet pour qu'on ne tombe pas dans les erreurs du passé. Tout à l'heure, vous veniez de parler des Covid-19 comme une pandémie importée, mais il y a une épidémie qui n'est pas importée, c'est bien l'épidémie du virus à Ebola, à répétition, et ça refait encore surface. On a suivi à Mbandaka, dans le centre de santé de Ouangata, je crois, si ma mémoire est bonne, on a enregistré des cas, il y a même des cas de décès. Pourquoi cette épidémie à répétition? C'est quoi? C'est parce qu'il n'y a pas de mesures coercitives qui peuvent bien faire disparaître cette épidémie, ou seulement la négligence de la population congolaise? Non, d'abord, je vous remercie sincèrement pour cette question parce qu'elle permettra d'expliquer que les Congolais sachent que notre pays est une niche écologique à plusieurs épidémies. C'est notre climat, notre situation géographique qui favorise la résurgence de la maladie à virus Ebola. En forêt équatoriale, les habitudes alimentaires, les habitudes de la population font que les gens vont en forêt pour faire de la chasse et ils sont en contact avec des gibiers, avec des chauves-souris. Et la manière dont le contact se fait crée des contacts sanguins, des fois entre les humains et ces animaux dont je viens de citer. Et c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle nous avons épidémie sur épidémie. Mais nous sommes aujourd'hui à la 14e épidémie. Le 7 du mois... à virus Ebola. C'est le 7 du mois passé, j'étais à Mbandaka. Nous sommes à la 14e épidémie de la maladie à virus Ebola. La province de l'Équateur, Mbandaka, est à sa 3e épidémie. Première épidémie en 2018, deuxième épidémie d'un virus Ebola en 2020, et voilà la 3e épidémie maintenant en 2022. Mais nous avons l'avantage qu'après autant d'épidémies, les équipes sont assez formées. Très rapidement, lors du premier cas, souvenez-vous, c'était le 5 mai 2022, les équipes locales ont directement vu les symptômes d'une fièvre hémorragique qui sous-tendait au diagnostic d'une maladie à virus Ebola. Avant de continuer, vous pouvez donner quelques symptômes et on énumérer quelques... Mais la fièvre hémorragique, c'est-à-dire que les gens, au départ, ils ont des symptômes qui peuvent être confondus avec la malaria. D'ailleurs, le cas numéro 1 est un cas typique qui a été confondu avec la malaria, traité 8 jours à la maison, sans aucune amélioration avec les antipaludéens, et puis transféré au centre de santé le plus proche, après 3 jours de traitement intraveineux sans amélioration, sous antibiotiques, a été transféré à l'hôpital général de Ouangata, et c'est là-bas que les médecins plus aguerris ont vite remarqué que les symptômes étaient des symptômes de la maladie à virus Ebola. Un échantillon a été pris, testé et le diagnostic a été levé. Mais la confirmation a été faite à l'INRB 2 jours après. Donc aujourd'hui, au niveau local, on est capable rapidement de faire le diagnostic. Ce qui est l'avantage, c'est qu'après 13 épidémies d'Ebola, la 4e est prise en charge par la division provinciale de la santé de l'Équateur. Il n'y a pas une équipe qui est partie de Kinshasa? Absolument, une équipe de Kinshasa est à la supervision. Vous savez, à l'époque, quand on parlait de la maladie à virus Ebola, nous étions pointés du doigt au niveau international. Aujourd'hui, il y a un grand respect de la RDC parce que toutes ces années ont montré la compétence de la RDC à ce secteur. En tant que numéro 1 la santé, monsieur le ministre, que diriez-vous surtout à cette population de Mbandaka qui vit aujourd'hui au quotidien la maladie à virus Ebola? Mais je vous ai dit, donc j'ai fait d'abord un déplacement le 7 mai, personnellement, pour encourager le personnel de santé, pour donner confiance au nom du gouvernement à la population. Parce qu'il faut le dire, c'est une épidémie
à basse intensité, parce que je n'ai pas eu le temps de le dire lors de votre question précédente, il y a eu 3 cas confirmés et toutes ces personnes sont décédées. Mais aujourd'hui, autour de ces 3 cas, il y a eu des contacts. Et tous les contacts sont suivis par la division provinciale de la santé et également vaccinés. Nous avons vacciné à ce jour, depuis le 27 avril 2022, nous avons vacciné 733 personnes. Donc il y a vraiment une prise en charge à tous les niveaux pour vacciner les populations, pour empêcher que cette maladie à virus Ebola, qui a ressurgi cette fois-ci, puisse s'étendre. Parce que Mbandaka est en contact avec d'autres provinces du Grand Équateur, et même la Chopo, et même ceux qui prennent la direction fluviale, qui descendent à Kinshasa, pour protéger tout le pays. Nous avons mis des contrôles au point d'entrée, des contrôles qu'on appelle des screenings de température pour détecter les personnes qui risquent d'être malades. L'un des grands problèmes que connaît le ministère, hein, dans plusieurs ministères, pardon, si vous le permettez, c'est bien le budget. L'argent fait défaut pour essayer de résoudre certains problèmes qui arrivent dans votre secteur. Est-ce que vous avez vraiment de moyens? Moi, je peux dire qu'on doit se féliciter parce que nous sommes passés d'un budget de 5% accordé à la santé à un budget un peu plus de 10% du budget national. Nous sommes en deçà des recommandations d'Abuja de 2001 qui demandent qu'il y ait au moins 15% accordé à tous les pays pour la santé. Mais le gouvernement Samalou Kondé, qui est à féliciter, a fait des gros efforts en une année pour passer à un budget de plus de 10% pour le secteur de la santé. Cela nous permettra de prendre en charge suffisamment la prime de risque, les salaires et également les investissements dans le secteur. Donc je suis très fier parce que ça nous permettra vraiment de renforcer le système de santé. Il y a aussi un autre véritable casse-tête qui se passe au niveau de votre ministère, monsieur le ministre, c'est cette prolifération des officines pharmaceutiques. Est-ce que vous avez un droit de regard? Disons, j'ai l'avantage de vous informer, et au public qui nous suit, que nous avons mis en place l'autorité des régulations pharmaceutiques, la COREP. C'est ce qui faisait défaut. C'était prévu dans la loi 18/035 du 13 décembre 2018. Cette loi prévoyait la création de la COREP, mais attendait son effectivité. Maintenant, les animateurs ont été proposés à l'autorité, et dès que cela sera signé, cette brigade finalement va commencer à travailler pour réguler. Mais il faut simplement vous renseigner pour savoir que toutes les pharmacies qui ouvrent hors le cadre légal, et quand nous le dépistons, nous les fermons. Pas seulement à Kinshasa, hein, mais c'est sur l'ensemble du territoire national. Sur l'ensemble du territoire national, la difficulté est que, de manière tout à fait irrégulière, certains bourgmestres, certaines autorités politico-administratives en province donnent des autorisations illégales pour l'ouverture des pharmacies. C'est ce cadre-là que nous ne voulons plus. Raison pour laquelle l'autorité des régulations pharmaceutiques qui est mise en place va vraiment arranger les choses à ce niveau. S'il y a un secteur qui est vraiment secoué par les mouvements de grève, c'est notamment le secteur de la santé, les infirmiers par-ci, les médecins par-là, les personnels sanitaires également. Comment vous gérez ces mouvements de grève dans un secteur aussi vital? Je peux dire que nous avons été confrontés à 2 grèves des pro-santé, c'est-à-dire le secteur de santé non médecins, à 2 grèves du secteur des médecins. Mais à chaque fois, nous avons eu la latitude d'échanger correctement avec eux et trouver des voies de sortie. Aujourd'hui, la dernière grève des médecins qui a commencé le 12 juillet 2021 a eu une issue heureuse le 4 août 2021. La dernière grève des pro-santé a commencé le 2 août 2021. Elle a duré 6 mois. Mais grâce aux efforts consentis de la vice-ministre, de moi-même, du ministre de la fonction publique, du ministre du budget,
Nous avons eu des échanges et nous avons trouvé des voies de solution. Maintenant, nous sommes en voie de mettre en place ce qu'on appelle les commissions interministérielles entre finances, budget, fonction publique, santé et le banc syndical pour que toutes les revendications de ce secteur, prime de risque, salaire, IPR, logement, tout ça ait une solution in globo, comme on dit. Mais j'aimerais quand même souligner que par rapport aux médecins, nous avons aligné plus de 4000 médecins à la prime de risque. Par rapport aux médecins, comme agents publics de l'État, nous avons eu une réduction de l'IPR de 15 à 4%, ce qui est une avancée remarquable. Nous avons eu un supplément de la prime pour le troisième trimestre 2021 de 200 000 à 400 000 francs congolais, selon la catégorie des médecins. Une prime supplémentaire pour le quatrième trimestre 2021, allant de 250 000 à 500 000 francs congolais, selon les catégories. Et pour les pro-santé, nous avons aligné 12 000 pro-santé. C'est quand même quelque chose qu'il faut mettre sur la liste des actions du gouvernement. Nous avons aligné 68 médecins physiques et réadaptation. Ce sont des efforts qu'on ne peut pas négliger et le secteur en est fortement conscient. Nous ne nous arrêtons pas là. Nous allons aller dans les commissions interministérielles dans lesquelles il y a des sous-commissions pour que de manière pérenne, les solutions soient prises et que nous ne retombions plus dans des grèves comme cela a été dans le passé, parce que ça a fortement handicapé le bon fonctionnement des institutions sanitaires. Vous ne trouvez pas que cette politique des 2 poids 2 mesures, Monsieur le ministre, les médecins traités avec beaucoup d'égards, excusez-moi l'expression, au sacrifice des infirmiers, c'est ce qui fait qu'une fois vous mettez un accent particulier sur le médecin, les infirmiers réagissent aussi? Non, pas du tout. J'ai un grand respect pour le travail du secteur infirmier, administratif et autres. Pourquoi? Parce que c'est un levier important sans lequel on ne peut rien réussir dans notre système sanitaire. Donc les infirmiers avec qui nous discutons régulièrement ont aussi eu avantage par rapport à leurs revendications. Je ne peux pas nier leur importance. D'ailleurs, au contraire, nous travaillons avec eux. Preuve en est, c'est que cette semaine qui vient de s'écouler, le secrétaire général à la santé a rencontré tous les acteurs du système de santé, les médecins, les infirmiers, tous les pro-santé, pour préparer les futures commissions interministérielles et bancs syndicales qui seront mises en place. Vous voyagez, hein, non seulement au pays, mais vous aviez également effectué des missions à l'extérieur du pays. Est-ce que ces missions ont été bénéfiques pour le pays, dans votre secteur? Mais énormément. Je pense que d'abord, le bénéfice d'aller à l'étranger en tant que ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, c'est d'abord apprendre de l'expérience des autres. Parce que ça nous permet d'aller plus vite là où on a du retard. Et également la mobilisation des fonds. J'aimerais quand même toucher un mot par rapport à la mobilisation des fonds. C'est important parce que nous n'évoluons pas dans un monde où nous sommes seuls. Nous sommes dans un monde, je peux dire, interconnecté. Nous avons besoin de l'appui de la communauté internationale dans certains domaines. Et quand nous allons en Belgique, aux États-Unis, en Afrique du Sud, au Nigeria, enfin dans d'autres pays d'Afrique, c'est également pour échanger, voir comment est-ce que nous pouvons emmener le plaidoyer qui est de la RDC, le plaidoyer qui est de l'Afrique. Je profite de cette occasion pour informer que notre pays, à travers le ministre de la Santé que je suis, nous avons été élus comme administrateur titulaire du Fonds mondial. Le Fonds mondial qui mobilise des milliards de dollars. Le siège se trouve où? Se trouve à Genève. OK. Qui mobilise des milliards de dollars pour lutter contre la tuberculose, le VIH-Sida et le paludisme. C'est important. Je vais prendre quelques minutes pour parler de l'importance de toute cette mobilisation. Parce qu'aujourd'hui, un montant important sera mobilisé, 18 milliards de dollars, dont une grande partie sera déversée pour lutter contre ces 3 maladies dans le continent africain. Et nous représentons l'Afrique du Centre et l'Afrique de l'Ouest.
nous devons porter le plaidoyer, tant de la RDC que de la sous-région qui est précitée. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, parlons du VIH-Sida, une maladie qui a endeuillé pendant des années. Aujourd'hui, on parle de moins en moins. De moins en moins, mais j'aimerais vous donner des chiffres. 37,7 millions de personnes vivant avec le VIH. 27,5 millions de personnes traitées avec des antirétroviraux. 21,9 millions de personnes bénéficient du traitement grâce au Fonds mondial. Et grâce à l'appui du Fonds mondial, il y a une réduction de la mortalité du VIH-Sida de 70%. Au niveau mondial, 60%. Au niveau de la sous-région de l'Afrique centre et ouest, et 72% au niveau de la République démocratique du Congo. C'est important aujourd'hui, quand vous voyez les chiffres congolais, nous sommes à 444 000 personnes qui sont traitées en RDC, sur 506 000 personnes vivant avec le VIH, grâce à l'appui traité gratuitement du Fonds mondial, très gratuitement. Donc j'ai pris le temps de le dire parce que c'est important. C'est une grande pathologie qui aujourd'hui a une forte réduction grâce à l'implication du Fonds mondial. Et voilà une des raisons pour lesquelles l'itinérance que nous faisons à l'étranger porte des fruits. En tant que responsable de la santé publique, monsieur le ministre, quelle lecture faites-vous quand vous voyez des compatriotes congolais aller se faire soigner à l'étranger et pourtant nous avons des formations médicales qui répondent aux normes, nous avons des médecins bien formés, mais c'est un déficit de confiance peut-être qui se pose. Non, d'abord, cette question me permet rapidement de dire que nous devons tout faire au niveau du gouvernement pour renforcer les plateaux techniques de nos hôpitaux, renforcer la prise en charge hospitalière lorsqu'il s'agit des pathologies graves. Si je vous donne un chiffre que notre pays dépense autour de 29 millions de dollars pour l'expatriation des personnes devant se faire soigner à l'étranger. Ce n'est pas normal. Pour pouvoir corriger ce gap, arranger et remettre le pays à un haut niveau et permettre même à des Congolais patriotes, compatriotes à l'étranger, spécialistes dans plusieurs domaines de revenir, il faut qu'ils puissent trouver un cadre de travail idéal, capable de leur permettre de faire un travail adéquat. Je donnerai pour exemple ce que nous avons fait dernièrement grâce à la chaîne de l'espoir. À la clinique Ngalema, nous avons pu pour la première fois opérer 9 enfants du cœur avec des malformations cardiaques. Ces enfants, sans opération, étaient sous le chapitre de la mort. Ils sont vivants? Ils sont vivants. 9 enfants opérés par une équipe venue de la Belgique avec une équipe des médecins cardiologues congolais, avec un impact visible. Cela est une première au niveau de l'Afrique centrale. Mais cela doit continuer parce que la clinique Ngalema est dotée d'un plateau technique de chirurgie pédiatrique adéquat et standardisé. Voilà ce à quoi nous voulons arriver sur toute l'étendue du territoire. Pour la chirurgie pédiatrique, vous avez toutes les compétences en RDC et dans les hôpitaux que je viens de citer. Mais d'abord, les journalistes n'ont pas permis de peut permettre que tout le monde pour bana mboka bayoka biso baeba oyo tozosala na gouvernement ya premier ministre Sama Lukonde. Tout ça moi ebele. To bunani na yambo totia obabengi cadre légal et réglementaire pour te congolais nyonso soka ke komi soigner akoka komi soigner na talo moke pe akoka komi soigner sans que mbongo na ye oya bombaki épargne ekoka kosila. Na yango esengelaki mikanda ya motuya o babengi ba décret ezala signé ezwa mokoloto ya premier ministre. Wana makambo ya motuya o toti cadre légal et réglementaire. Peto bundani ko bongisa ba hôpitaux, ba centre de santé. Na tangaki na ebandeli na lopoto hôpital Mama Emo, ils ont comme hôpital monene étage où bas service nyonso aux anakati. Laboratoire pharmaceutique ya Kinshasa, où ekotala ba kisi ya motuya, où ekotala qualité ya ba kisi. Hôpital militaire à Kanchachi, ekozonga na Molongo.
hôpital na Lubumbashi Janson Sendwe ezali et bongi et kososa musala ndenge sengeli pe ba maternité na Bazouele pe ba kisi ba centre de santé na Sud Bangi na Narubangi ba kisi to pesi na Kasai na Kwilu awa na Kikwit na Congo central to bongi si pe bisike bomba ba kisi ba bengi ba hub et zo bomba ba kisi na ba vaccin. Donc makambo ebele salami pesa salami na mbula moko oyo tu na lobe salami na mbula biso comme na bokonzi bongo na mikolo ekoya donc ekobakisama lisusu. Mais moi na déjà akimi mbango na tango moke akoki masu mbango na tango ebele. Ça c'est très profond ça. Merci. Likambo mususu excellence monsieur le ministre nalingaki o manyola yango eza eloko babengi couverture santé universelle. Bato ebele bayebi yango te. Même bato alopoto mais okaki nde na tunaki o mutuna wa elinge lobanini. Est-ce que okoki ko manyola yango epa ya ba congolais bayeba c'est quoi elinge lobanini couverture santé universelle o mokonzamboka aza kotela penza motema makasi pona bolamu ya bana Congo na côté ya soins médicaux. Non, mokonzamboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alingi penza te congolais nyonso akoka na bokono akena komisalisa ofele na mokuse na yango tozobunda na pote congolais nyonso akoka soki abeli aki hôpital ba examiner ye pe abimi afuti te na mokuse mais na ba congolais yango toza ba régime tozali moi ba catégorie ekeseni c'est-à-dire ba sali ya l'état bazali ba sali ya privé bazali ba militaire bazali ba to pe ba zangi bazali na bana kelasi moto na degré na ye afuta moi moke na ndenge degré na ye ya situation sociale et sengi. Mais azwana no traitement avant. Voilà. O ba donc oye ba bloquer nanu yo au prise en charge totale. Oui. Il y a bato soki ba na bokono. Yango o tozok na to koka kokoma. Pe to ko bunda na poto na volonté makasi. Mais ba lobi biloko yango il faut to komango to salango ndenge sengeli. Yango to bandi nano na mikanda ya l'état. To bandi nano na kotia o babengi paquet o ekozaka offert et puis to lo ba été toza na degré 0 T. Déjà vaccination ezako feri na mboka na biso. Traitement ba maladie ya moto na tangi tuberculose VIH sida na paludisme ezali offert na mboka na biso. Prise en charge ba maladie ya makasi ba parasitose mususu ezo offert mais to linto bakisa paquet wana et que soki obelo ye ba soigner yo offert. Très bien. Toza ko tendre vers la fin de l'émission. Docteur Jean-Jacques Mbongani, na nyonso yo olobi lelo na poko lelo. Je préfère que ça soit en français. On a terminé la partie lingala. Tout ce que vous aviez raconté au cours de cette émission, que peut-on retenir d'essentiel depuis votre arrivée à la tête de ce ministère? Je pense que la redite n'est pas une mauvaise chose. Je pense aussi que dire 2 fois ou 3 fois, c'est pour une meilleure compréhension. Ce qui est une avancée, c'est qu'aujourd'hui, nous nous battons, tant au niveau du gouvernement, à travers le ministère, pour que les soins de santé soient accessibles à tous de manière égalitaire, sans que ça impacte sur les finances. Je pense aussi que nous avons le défi majeur de lutter efficacement contre toutes les épidémies. J'ai cité la Covid-19 pour lequel les résultats sont satisfaisants. Hormis, ça pose problème au niveau de vaccin. Hein? Beaucoup de gens hésitent. Hormis le pic, la vaccination, si vous voulez que j'embraye, oui, un petit mot. Là-dessus, on n'a pas tellement parlé de ça. Nous avons commencé la vaccination le 19 avril 2021. Jusqu'à ce jour, nous avons vacciné 1 253 000 personnes c'est peu. Ayant eu la première dose. Sur une cible de 53 millions d'habitants, c'est peu. Mais nous avons mis en place ce qu'on appelle un programme d'accélération de la vaccination. À ce jour, la couverture vaccinale dans notre pays est de 1,49%, alors que la couverture vaccinale africaine est de 15,8%, donc près de 16%. Et la couverture vaccinale mondiale est de 59,4%, près de 60%. Donc nous sommes encore dans les pays les plus bas en termes de couverture vaccinale, mais nous avons mis en place un plan d'accélération de la vaccination. Avec quel effet? Ce qui dit qu'au mois de février jusqu'à aujourd'hui, nous avons vacciné la moitié des personnes vaccinées depuis le 19 avril 2021. La moitié des personnes vaccinées avec les vaccins one-shot, qu'on prend une seule fois.
Donc nous avons compris que notre population est plus favorable à la vaccination à une seule dose. Une dose, oui. Et puis nous avons demandé l'implication des autorités politico-administratives. Parce que la province championne en vaccination, c'est le Kasaï. Après le passage du chef de l'État au Kasaï oriental, il y a une couverture vaccinale qui avoisine dans l'espace le Grand Kasaï. 5,9%. 6% des personnes vaccinées au Kasaï, juste après le passage du chef de l'État. Donc nous pensons que si le gouverneur de province et que les autorités politico-administratives, tant que le gouvernement s'implique, on va augmenter cette couverture vaccinale au niveau national. Mais nous devons rappeler que notre pays bénéficie au-delà de la vaccination de la pharmacopée, qui est fortement poussée par le chef. Quand j'ai été en Italie au G20, nous avons parlé de Manacovid, nous avons parlé de la Doubacé, parce qu'il y a aussi Ce sont des produits inventés locaux par les Congolais. Oui. Qui aujourd'hui ont porté beaucoup de bons résultats. Par la même occasion, j'aimerais aussi saluer des recherches qui sont faites et approuvées au niveau congolais. Contre la maladie à virus Ebola, l'équipe du professeur Mouyembe a mis en place une molécule Ebanga, reconnue au niveau international, au niveau des États-Unis, qui aujourd'hui traite efficacement la maladie à virus Ebola. Donc notre pays compte en son sein des intellectuels de haut renom. Monsieur Jean-Jacques Mbongani, merci d'avoir répondu à cet exercice des redevabilités qui concerne les membres du gouvernement. Je l'ai dit à l'introduction de cette émission que sur ce plateau était passé le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde pour faire le bilan du gouvernement. Il était question pour les ministres sectoriels d'en faire autant. On a reçu quelques-uns. Aujourd'hui, c'était votre tour. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Et nous aurons certainement le plaisir de nous revoir dans d'autres occasions. Merci de tout cœur. Merci. Merci pour ce bel exercice de démocratie. Merci. Merci. Merci également à Patrick Mouyaya, le concepteur de ce nouveau narratif, rendre compte des actions du gouvernement à la population, parce que les grands juges, dans tout ce que le gouvernement fait, c'est la population congolaise, et ça en a été le cas ce soir avec le ministre Jean-Jacques Mbongani de la Santé publique. Merci, Excellence. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Merci. Redevabilité, le rendez-vous de la vérité des faits.